Focus sont de brèves vidéos qui peuvent vous servir, premièrement, comme aide à l'apprentissage pour vos étudiants. Deuxièmement, elles peuvent être intégrées dans des TD pour amorcer une discussion. Mais elles peuvent aussi être utilisées comme une aide ou un prérequis dans un cours pour dynamiser votre enseignement. N'hésitez pas à les utiliser, mais n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé par des sujets que vous aimeriez voir développés sous cet aspect question focus et si vous voulez participer ou partager des pratiques pédagogiques. Question focus avec Madame Elisabeth Grimont sur la contention et le questionnement éthique. Bonjour Marc. La contention chez la personne polyhandicapée est quand même un sujet qui est très très important parce que utilisé quand même largement. Vous savez que la contention est vraiment réglementée par la Haute Autorité de Santé. Elle correspond, si on peut donner une définition, on parle de contention physique passive, CPP. Elle se caractérise par l'utilisation de tout moyen ou de méthode, matériel ou vêtements, qui empêche ou limite les capacités de mobilisation volontaire d'une personne ou d'une partie du corps. Donc on rentre dans le cadre quand même de la privation de liberté de la personne. Pourquoi utilise-t-on ces moyens de contention? Il faut se dire que c'est toujours en termes de protection de la personne. Protection, pourquoi? Parce qu'il y a des risques de chute, il y a des risques de gestes auto-vulnérants, ils peuvent se blesser très très gravement, des blessures par exemple cutanées, avec des griffures très importantes, avec des morsures pouvant même aller jusqu'à l'ablation d'un œil, on l'a déjà vu chez une personne, vous voyez, on entre dans quand même des choses qui sont très très graves et nous sommes obligés de prévenir ces gestes potentiellement très graves. Avant de mettre une contention en place, il faut aussi toujours avoir une discussion bénéfice-risque. Qu'est-ce que cette contention va apporter comme bénéfice chez la personne? Et puis, quels sont les risques? Parce que la contention, je viens de vous le dire, c'était pour protéger la personne. Mais la contention peut être dangereuse elle-même pour la personne. Mettre un casque à quelqu'un, cette personne se coince la tête au bout du lit, on peut avoir des catastrophes. On peut avoir des fractures sur de la contention avec des personnes qui vont lutter contre cette contention. Donc, avant toute chose, discussion bénéfice-risque et qu'il faut avoir en équipe. C'est pas le médecin tout seul qui prescrit la contention dans son coin. Il faut une réflexion en équipe pluriprofessionnelle avec les soignants, les infirmières, les aides-soignants, les rééducateurs qui connaissent bien la personne et qui vont nous dire et qui vont nous aiguiller à savoir pourquoi on va mettre en place une contention et qu'est-ce qu'on en espère. La contention est très réglementée puisque ça doit faire l'objet d'une prescription médicale, c'est bien codifié par la Haute Autorité de Santé. Cette prescription doit être revue toutes les 24 heures, mais je vais vous dire que quand on est une chronique comme nous et tout, on ne le fait pas parce que c'est très chronophage, mais on ne prescrit pas une contention qui peut durer et être mise en place pendant des années et puis on n'y revient plus. Ça doit être réévalué sans arrêt pour voir déjà si elle est efficace, si elle n'est pas dangereuse, qu'est-ce que ça apporte à la personne. Réévaluer toujours les contentions, ça c'est important. Les contentions peuvent être de différentes sortes. On a des contentions physiques, c'est-à-dire ça va être une ceinture autour de la taille, ça va être des ceintures la nuit dans le lit parce que la personne peut passer par-dessus les barrières. Ce sont les barrières de protection, c'est de la contention, des filets, des corsets, plein de choses. Ça, c'est la contention physique. Il y a la contention médicamenteuse aussi. On donne des neuroleptiques, par exemple, pour pallier à des troubles du comportement importants chez la personne. On peut se servir des pièces. On peut enfermer une personne dans une pièce. En psychiatrie, par exemple, ça se fait aussi. Quand quelqu'un est très, très énervé, on a des pièces d'isolement où on essaye de calmer les personnes, mais la personne est toute seule dans une pièce. Donc ça, c'est de la contention. C'est plutôt en psychiatrie, chez les personnes polyhandicapées, on le fait moins, mais quand même, des personnes qui ont tellement une sensorialité très, très développée, ne supportent pas le cri des autres et tout, et qu'on est obligé de placer quelquefois un peu plus à l'écart pour qu'ils se calment. Donc, vous voyez, il y a différents types de contention qu'on peut mettre en place. Je dirais quand même un petit mot de la contention thérapeutique, parce que je suis médecin rééducateur, je passe ma vie à faire des appareillages pour les personnes polyhandicapées. Nos corsets-sièges, enfin tous les appareillages qu'on met en place, c'est quand même de la contention. Alors c'est de la contention qu'on appelle thérapeutique, mais c'est quand même de la contention. Et moi j'essaye de veiller quand même au maximum à ce qu'on les sorte, ces personnes, de leur corset-siège, de la correction orthopédique pour contrecarrer une scoliose, pour contrecarrer un affaissement du thorax. Mais je crois que c'est important quand même de faire comprendre aux équipes, aux rééducateurs notamment, que le travail au tapis, que la mise au tapis, que stimuler la motricité spontanée, c'est important. Et de faire attention quand même à ne pas se retrouver avec nos appareillages
qui peuvent être quelquefois un petit peu déviées de leur but, où on pourrait laisser des personnes toute la journée dans un appareillage et qui deviendrait de la contention secondaire. J'ai une petite question au niveau de la contention sur le lien avec la famille. La famille doit être informée. Alors le consentement, bien sûr. La question bénéfice-risque, bien sûr. Et quand on met une contention à quelqu'un, le consentement de la personne. Là, j'en reparlerai après en éthique. La personne polyhandicapée, elle n'est pas en capacité de pouvoir nous donner son consentement. Bon, quelquefois, ils peuvent nous exprimer qu'ils en ont marre d'avoir le bras attaché ou d'être attachés. On le revoit, on le sent. Mais effectivement, il y a un travail à faire, à expliquer d'abord à la famille ce que c'est, quel type de contention on va mettre en place et surtout de recueillir leur consentement. Très bien. Donc maintenant, nous allons passer à la deuxième partie, c'est-à-dire la question éthique. La question éthique, quand on travaille auprès de la personne polyhandicapée, ce sont vraiment des questions qui sont centrales. On va dire, quand on est soignant, ça doit être tout soignant qui doit se poser ces questions-là, mais encore plus chez la personne polyhandicapée. Les soignants doivent être très, très vigilants pour le respect de la personne. Le respect de la personne au cours des soins et ils vont être confrontés aux principes éthiques qui ont été annoncés en 1979 par Tom Beauchamp et James Childress. Ce sont les principes qu'on retrouve dans l'éthique utilitariste et dans l'éthique déontologique, deux types d'éthique. Les principaux principes qui sont énoncés dans l'éthique, commencée par la déontologique, c'est l'autonomie et la justice. L'autonomie, c'est-à-dire l'autodétermination de la personne. On vient d'en parler pour la contention. La personne n'est pas en capacité de se déterminer, de dire ça c'est bien pour moi ou ça j'en veux pas. Bien sûr, puisqu'il n'y a pas de communication verbale, puisqu'il y a un retard intellectuel majeur. Donc le principe d'autodétermination chez la personne polyhandicapée, on ne peut pas recueillir son consentement libre et éclairé. Elle n'est pas en capacité de prendre une décision. Donc c'est un tiers qui va prendre une décision pour autrui, soit sa famille ou le représentant légal, ou alors ça va être le soignant quand on aura des décisions à prendre. Tout à l'heure, avant une prescription de contention, l'important, après en avoir référé à la famille, c'est de se réunir en équipe professionnelle et de discuter entre nous. Nous avons un devoir, nous, en tant que soignants, du respect de l'autodétermination de la personne. Premier principe éthique de l'éthique de déontologie. Le deuxième principe qu'on retrouve dans l'éthique déontologique, c'est la justice. Il faut bien sûr répondre à un certain degré de justice, comme tout, chez toute personne. C'est pas parce que la personne est polyhandicapée qu'elle n'a pas les mêmes droits que tout citoyen ici sur Terre. Très important de se dire, est-ce que la décision que je prends est juste vis-à-vis de cette personne? Est-ce que je ne fais pas une exception parce que je suis dans une situation particulière d'une personne qui n'est pas en capacité de pouvoir se déterminer et qui n'est pas en capacité de pouvoir faire valoir ses droits. L'autre éthique, très importante, c'est l'éthique utilitariste, avec deux principes essentiels dans cette éthique, c'est le principe de non-malfaisance et le principe de bienfaisance. La non-malfaisance, qu'est-ce que c'est? Ne pas nuire à la personne que j'ai en face de moi. Le médecin, mais les soignants aussi doivent se soucier des actes qu'ils pratiquent sur la personne polyhandicapée qu'ils ont en face d'eux. Toujours peser le bénéfice et le risque que cela entraîne. Est-ce que je vais demander une énième prise de sang à cette personne? À quoi ça va servir? Est-ce que je vais faire un scanner? Si c'est pour le regarder et pour avoir au niveau intellectuel, mais que derrière, il n'y ait pas de décision qui soit prise. Est-ce que cette intervention chirurgicale est nécessaire pour ce patient? On se pose le problème actuellement, on le voit souvent, par exemple, avec notre population qui est vieillissante, on a l'apparition, comme dans la population ordinaire, de cancer chez la personne polyhandicapée vieillissante. On ne va pas faire de chimiothérapie agressive, il faut toujours se demander pourquoi on demande les examens. Ça, c'est très, très important de se poser des questions en amont dans une population qui est très, très fragile et vulnérable. Vulnérable parce qu'elle ne peut pas s'autodéterminer et donner son avis. Et surtout, faire prendre des risques disproportionnés à la personne. Nous avons des enfants en ce moment, par exemple, nous avons l'exemple d'une jeune fille qui a une scoliose dorso-lombaire très très importante, à plus de 100 degrés. On se pose la question de la faire opérer et on en a discuté avec les chirurgiens. On a dit on a plus de risques. Cette petite va nous faire des troubles respiratoires majeurs, va nous faire des troubles digestifs. On a récusé l'intervention parce qu'on va à la catastrophe. C'est pas toujours facile. On n'est pas toujours d'accord dans une équipe, mais à partir du moment où une décision est prise en équipe, on a le droit d'avoir chacun son opinion. Et je pense qu'à partir du moment où on a pris une décision en équipe, après, il faut que tout le monde suive. On le voit pour la fin de vie. Par exemple, on accompagne aussi pas mal de patients
en fin de vie, que ce soit des enfants ou des adultes. Et quand on prend une décision d'arrêter des traitements ou de limiter les traitements, il faut en discuter tous en équipe et après on se tient à la décision qu'on a prise. L'autre principe de l'éthique utilitariste, c'est la bienfaisance. C'est contribuer au bonheur de tous. Donc c'est une obligation morale qu'on a. C'est un peu le sentiment de sollicitude qu'on peut avoir envers l'autre. La personne doit être au centre de tout acte médical ou paramédical et toujours nos décisions vont être prises en fonction du bien-être et du mieux qu'on pourra apporter à cette personne. Répondre aux besoins fondamentaux de la personne, ça c'est important. La question de l'accès aux soins, parce que on a pu le voir récemment avec la dernière crise qu'on vient de vivre, l'accès aux soins avec la notion de personne prioritaire, qui peut aller en réanimation quand les réanimations sont pleines. Ça, chez la personne polyhandicapée, ça peut être posé quelquefois. C'est la notion de justice et d'accessibilité aux soins pour tout le monde. Se faire des protocoles, des procédures, c'est bien, il en faut, mais toujours se poser la question, quelle est la personne que j'ai en face de moi et qu'est-ce qui est bien pour elle et qu'est-ce qui pourrait être mauvais. Au-delà des procédures qu'on a à lire, voilà. Personnaliser son soin ou son diagnostic, toujours personnalisé, c'est essentiel. Tout à fait. Merci beaucoup, Madame Grimaud. Merci pour cette question focus. Merci à vous. Au revoir.